Samedi 1er septembre, bienvenue à tous dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Il est au 3e jour de sa visite d'État en Chine. Le président ivoirien a eu une rencontre avec son homologue chinois. Il a aussi présidé le Forum d'affaires ivoiro-chinois. Le président Alassane Ouattara a accordé des audiences aux responsables des banques d'État chinoises. Deuxième phase du plan d'urgence pour une meilleure distribution d'eau potable à Boaké. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à la station de traitement d'eau de la Loca pour voir de plus près l'évolution des travaux pour une résolution définitive du problème d'eau dans la région de Béké. Opération Grand Ménage ce samedi sur toute la Côte d'Ivoire. Le balai est passé dans les rues de toutes les régions, les villes, les communes du pays. Dans les communes d'Adjamé et de Trècheville, les commerçants et les jeunes volontaires ont apporté leur contribution. Et puis au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a tué au moins 30 soldats nigérians cette fin de semaine dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Les combats avec les terroristes de Boko Haram ont eu lieu à Zari, près de la frontière avec le Niger. Premier jour du mois de septembre, merci de suivre RTI 1 ce soir. Il est avec nous sur ce plateau. Jimmy Jean-Louis est acteur, producteur. Il a été danseur, mannequin. Nous recevons ce soir cet homme aux multiples casquettes. Il présente dans quelques jours au grand public et aussi aux professionnels du cinéma ivoirien un documentaire qu'il a tourné au cœur de l'industrie cinématographique du Nigeria. Jimmy Goes to Nollywood, c'est le titre. Nous en parlons dans une trentaine de minutes. Bonsoir Jimmy Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau et on vous dit à tout à l'heure pour la page culture. À tout à l'heure. Il est en visite d'État en Chine depuis le 30 août dernier. Le président Alassane Ouattara y a eu une rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Il a aussi présidé le Forum d'affaires ivoiro-chinois qui a vu la signature de 9 accords de coopération. En sus de ces rencontres officielles, le président ivoirien a accordé des audiences aux responsables des banques d'État chinoises. Viviane Naïma, envoyée spéciale de la RTI. Au cours de son séjour à Beijing, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu tour à tour les responsables des banques d'État chinoises. Le président de la Banque de développement de Chine, M. Zheng Ziye, la PDG de Exim Bank de Chine, Mme Yu Xiaolian, le président de la Banque de Chine, Chen Siqing. L'appui financier de la Chine au gouvernement ivoirien et qui lui a permis de doter en moins de 10 ans la Côte d'Ivoire en nombreux équipements, notamment l'alimentation en eau potable pour les zones qui en étaient privées, la construction du barrage hydroélectrique de Soubré, l'extension du port autonome d'Abidjan, la réhabilitation du réseau électrique national, la construction de ponts, la construction de stades, le bitumage de nombreux axes routiers, et s'est traduit sous la forme de financements octroyés par les banques d'État chinoises à la Côte d'Ivoire. Recevant les dirigeants de ces banques d'État au cours de sa visite d'État en Chine, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec eux du financement de plusieurs nouveaux projets de développement pour son pays. Sur place en Chine, le président Alassane Ouattara a déposé une gerbe de fleurs au monument des héros du peuple. Il a ainsi rendu hommage à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des 19e et 20e siècles. Viviane Naïma. Ce samedi matin, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse se sont rendus sur une place célèbre de Pékin de par son caractère chargé d'histoire pour rendre hommage à la mémoire des martyrs de la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Sur cette place, symbole de l'histoire de la Chine nouvelle, est érigé le mausolée de Mao Zedong, le père de la révolution communiste chinoise. Se dresse également le monument aux héros du peuple, un monument haut de plus de 35 mètres. L'hommage s'est déroulé selon un cérémonial militaire avec l'exécution de l'hymne national de la Côte d'Ivoire et l'hymne national de la Chine, suivi de la marche jusqu'au pied du monument où le président de la République est allé s'incliner et déposer une couronne de fleurs en la mémoire des martyrs
de la révolution chinoise. Geste de respect et d'amitié pour le peuple chinois. Le chef de l'État poursuit sa visite en Chine. Il va regagner Abidjan le 5 septembre prochain. Sur place, ici en Côte d'Ivoire, l'ambassade de Chine a reçu 44 cadres ivoiriens invités à prendre part à 2 rencontres en Chine. Ces séminaires vont porter sur la planification et la construction d'infrastructures et sur la gestion des projets. Il s'agit principalement de partager avec ces participants ivoiriens l'expertise et l'expérience de la Chine en vue de permettre leur implication dans le développement des infrastructures et grands projets en Côte d'Ivoire. Tafiré, dans le département de Niakara, a désormais un hôtel de ville. Ces nouveaux locaux des services de la mairie ont été inaugurés ce samedi par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en présence de nombreux invités, dont le président du Sénat. La ville de Bouaké a connu des difficultés d'accès à l'eau potable. Le plan d'urgence mis en place pour mettre fin au problème est à sa 2e phase. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à la station de traitement d'eau de la Loka afin de voir de plus près l'évolution de la situation pour résoudre définitivement ce problème d'eau dans la région de Gbeke. Kwadjo Kwame. Le ministre de l'Hydraulique à la prise d'eau de la Loka et à la station de traitement. Au terme de la visite, Tiabaloura a rappelé la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau à Bouaké. En pompant la Loka, je suis pratiquement à 25 000 m3. Donc il me reste 5 000 m3 à trouver pour que véritablement nous atteignions l'objectif de 30 000 m3. Parallèlement à la stratégie du pompage de la Loka, j'ai mis en place la possibilité de créer 44 forages et je vais mettre en place 2 stations, je dirais, mobiles de traitement d'eau. Avec la saison des pluies, le niveau de l'eau de la Loka est de 2 500 000 m3 à 3 millions m3. 5 000 m3 à 7 000 m3 d'eau distribuée dans les ménages de 6 heures à midi. Pour le ministre de l'Hydraulique, la solution définitive à la crise d'eau viendrait du raccordement de Bouaké au fleuve Bandama à Béoumé. J'ai proposé qu'un projet soit rapidement exécuté. Ce projet consiste à prendre de l'eau directement à Béoumé pour pouvoir injecter à la Loka pour que nous sécurisons la production de l'eau pour le Gbeke sur l'environ 2045. C'est la 2e visite du ministre Tiabaloura à Bouaké pour montrer que la crise d'eau revêt d'une importance capitale pour le gouvernement ivoirien. L'eau indispensable pour le quotidien des populations, mais aussi dans le domaine agricole. L'Agence foncière rurale met en œuvre les décisions du gouvernement pour la pérennisation de ces secteurs importants. Des membres des comités villageois de gestion foncière rurale ont été formés pour un soutien direct à la mise en œuvre de la politique foncière. Kwadjo Kwame. 1186 membres des comités villageois de gestion foncière et rurale issus des régions du Hambol, du Kyologo, du Poreux, du Gbeke formés. Cette formation porte sur le contenu de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural et leur rôle dans sa mise en œuvre. Pour faciliter l'exécution de la loi sur le foncier rural sur le terrain, des comités des villageois de gestion foncière rurale qui sont fortement impliqués dans la mise en œuvre de la procédure officielle. Et donc il est important que les animateurs de ces comités villageois eux-mêmes soient suffisamment formés, aient une bonne connaissance du contenu de la loi, de sorte à ce que l'application de la loi au niveau des villages puisse être facilitée. L'objectif global du présent programme est d'appuyer le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et de promotion de la paix par un soutien direct à la mise en œuvre de la politique foncière ivoirienne.
accroître les capacités financières et opérationnelles du gouvernement pour lui permettre de réaliser son objectif de sécurisation du foncier rural. Assurer la délimitation formelle des villages préalable à la sécurisation foncière des droits coutumiers collectifs ou individuels. Améliorer la gouvernance, notamment le cadre stratégique, institutionnel et juridique du secteur foncier. Renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en prévenant les risques de tensions intercommunautaires. Sur place à Boaké et aussi à Mbayakro, le secrétaire d'État chargé du service civique est allé s'imprégner des réalités et aussi comprendre le fonctionnement des centres de service civique et d'action pour le développement. Soro Corona. Intenses travaux de réhabilitation du centre du service civique d'action et pour le développement de Boaké. Ce centre doit recevoir des jeunes de la région de Boaké pour une formation civique, citoyenne et qualifiante. Une initiative du gouvernement pour répondre aux problématiques liées aux jeunes. La première phase de formation, c'est pour permettre aux jeunes d'améliorer leur comportement. Sur ce centre, il est envisagé 3 métiers. Il y aura les métiers de distribution, le commerce. Il va y avoir également le métier de la sécurité. Mais il va y avoir également les métiers de la maçonnerie, de l'électricité bâtiment et la cuisine-pâtisserie. Sont concernés les jeunes en situation de vulnérabilité. Le projet d'insertion socio-professionnelle de ces jeunes va s'étendre à tous les centres de services civiques du pays. Pour faire l'état des lieux de ces centres, le secrétaire d'État chargé du service civique s'est rendu à Mbayakro et à Boaké. Nous sommes venus ce matin pour nous imprégner de l'avancée des travaux des centres de Mbayakro hier et aujourd'hui à Boaké, pour que ici peu ces centres puissent être ouverts pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir bénéficier d'une formation et pouvoir se prendre en compte. À Mbayakro, ça sera sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire que les jeunes seront recrutés. Par contre, ici à Boaké, c'est seulement dans la région du Béké. À Mbayakro, le secrétaire d'État a échangé avec les populations. Les populations du village de Okukro saluent l'initiative du gouvernement pour la réhabilitation du centre. Siaka Ouattara a traduit la reconnaissance du gouvernement aux partenaires de la Côte d'Ivoire, l'UNICEF, l'Union européenne, l'AFD, Agence française de développement. Faire preuve de civisme, c'est aussi maintenir son environnement propre. Aujourd'hui, 1er septembre, est marqué par la 19e édition de l'opération Grand Ménage. Dans les communes d'Adjamé et de Trècheville, les commerçants et aussi les jeunes volontaires ont apporté leur contribution. Grâce Kando. À Djamé, Mirador, précisément au boulevard de Gaulle. Mamadou et ses collègues commerçants sont en plein ravalement des balises de séparation de voies. Nous, les petits commerçants, on a cotisé pour payer le peinture pour faire ça. On a de 6h à 10h pour nettoyer, rendre le coin propre pour empêcher les gens de verser les poubelles dans la rue. Un peu plus loin, dans la commune de Trècheville, une autre action de propreté, rues et grandes artères passées au peigne fin par une association de jeunes. Nous sommes des jeunes de l'avenue 6, rue 20 barré, rue 19 barré, ainsi de suite. Donc on prend de l'avenue 6, rue 38 à l'avenue 6, rue 12. Tous ces jeunes-là qui se mettent ensemble pour pouvoir balayer. Et puis en fonction de ça, on peut aller au-delà de l'avenue 6. Nous sommes des bénévoles et on arrive à faire avec les mecs moyens qu'on a. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement depuis mars 2017. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les populations s'approprient le Grand Ménage, prennent soin de leur propre cadre de vie, de collecter les ordures, de les mettre dans les lieux appropriés, afin que les opérateurs viennent prendre donc ces déchets-là. L'opération Grand Ménage est à sa 19e édition. Elle se tient tous les premiers samedis du mois. L'objectif, donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans le domaine médical, la pharmacopée africaine occupe une place particulièrement importante dans la prise en charge des malades. 80% d'Africains y ont recours pour se soigner. À Gboville, la capitale de l'Agnébi-Tiassa, la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle a été l'occasion d'instruire les professionnels de ce milieu sanitaire sur les bonnes pratiques de fabrication. Didier Nguesson et Issa Yeo.
Les tradis praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire célèbrent la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle à Agboville. Ils ont été exhortés à adopter les bonnes pratiques de fabrication afin de garantir l'innocuité, la sécurité et l'efficacité des produits médicaux. C'est de vérifier si les produits sont conformes à la qualité et conformes aux spécifications que le fabricant a définies. C'est une fois défini qu'on peut passer maintenant au contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier que les spécifications de qualité qui ont été définies sont respectées sur tous les lots qui vont être fabriqués. Sur plus de 4500 tradis praticiens de santé officiellement recensés, moins de 10 ont leurs médicaments vendus en pharmacie. Pour augmenter ce ratio, désormais les conditions d'homologation dans les officines sont allégées. En plus des analyses sanitaires, il faudra débourser un minimum de 50 000 francs CFA. Un processus qu'a adopté ce tradit praticien pour moderniser sa chaîne de production. On commence d'abord par les plantes qu'il faut récolter, nettoyer, sécher, trier. Et après cela, on passe à l'état du broyage. Après avoir broyé la plante, on procède à l'extraction avec des solvants spécifiques. Après, il faut séparer les molécules. Donc c'est après cette séparation-là qu'on ajoute les excipients. En 2015, avec la nouvelle loi de pratique de la médecine traditionnelle, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser dans le domaine pharmaceutique ces deux produits-là. 8 Africains sur 10 se soignent avec les produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Quittons les pharmacies pour les salles de classe. La rentrée 2018-2019 est annoncée pour le 10 septembre. Les établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire aspirent à atteindre la meilleure performance possible. Et pour y parvenir, elles misent sur une formation de qualité des formateurs. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. L'enseignement privé est incontournable dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Il absorbe 50% des élèves. Ce fort potentiel a nécessité un diagnostic. Conclusion, il faut améliorer la qualité et la pertinence des enseignements. C'est pourquoi des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, des directeurs d'études et des éducateurs et chefs d'établissement sont outillés à l'exercice de nouvelles techniques de la formation enseignante. C'est la direction de la formation continue et de la pédagogie qui est la cheville ouvrière de cette formation, mettre à profit les enseignements qu'ils ont reçus et de faire en sorte que le comportement qu'ils avaient change pour aujourd'hui avoir un comportement nouveau, pour avoir une nouvelle approche du rôle qu'ils doivent jouer dans leurs établissements respectifs. Pour les participants, ces sessions de formation viennent à point nommé. Aujourd'hui, avec la formation, nous avons plus des éléments pour pouvoir élaborer nos fiches, pour pouvoir conduire le cours. Nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons. Et je pense qu'avec cette formation, je pourrais diriger aisément l'école que mes patrons m'ont confiée. De 2011 à ce jour, 18 822 auditeurs composés d'enseignants, de directeurs et d'éducateurs des établissements scolaires privés ont pu bénéficier de recyclage. L'enseignement primaire privé en Côte d'Ivoire, c'est 16 957 écoles, environ 4 millions d'élèves et 93 000 enseignants. Dans le domaine de la communication, quelle législation pour une meilleure régulation du secteur de la publicité? Une rencontre des professionnels a récemment eu lieu afin de doter la Côte d'Ivoire d'un cadre législatif ambitieux pour assainir le milieu. Patricia Omouetia. La communication publicitaire au cœur des échanges. Dans la pratique, les fondamentaux du Code de déontologie de la publicité en Côte d'Ivoire sont appliqués, mais il règne encore un certain désordre dans la profession dont les causes sont structurelles. La Côte d'Ivoire s'est donc engagée à mettre en place un cadre législatif ambitieux afin de permettre à ce secteur de connaître un meilleur essor. La communication publicitaire a besoin de passer un cap. Jusque-là, nous avions des textes, mais qui sont vieux et qui ne prenaient pas forcément en réalité toutes les exigences du moment. L'autorité même qui gérait ce secteur n'était pas suffisamment outillée par les textes, n'était pas dotée de textes convenables.
Donc cet atelier-là est bienvenu pour qu'on réfléchisse sur l'autorité, sur la gestion de la communication publicitaire, sur l'agencement avec les différentes structures qui composent ce secteur. Il s'agit au cours de cette rencontre de définir les enjeux de la régulation publicitaire et des dispositions générales relatives à la communication publicitaire. Les enjeux des agences conseils sur cette loi, c'était effectivement la réglementation sur l'alcool et non l'interdiction. C'était très important parce que pour notre profession, ça représente également des budgets très conséquents et la vie des agences était menacée. Donc on espère que ça aboutira effectivement à une réglementation et non à une interdiction. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger, de comprendre et d'enrichir les composantes de l'avant-projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire, un cadre juridique pour assainir un milieu qui serait profitable à tous. Ce que je souhaite, c'est qu'on réglemente le secteur. C'est que la publicité ne sera pas tout azimut comme nous avons l'habitude de voir. À tous les coins de rue, il y a des panneaux publicitaires devant les maquis et tout ça, il y a devant les écoles et tout ça. Il faut qu'on réglemente un peu. Certes, nous sommes une télévision publique, mais nous avons pour objectif aussi la protection de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse. La nouvelle agence de la communication publicitaire, à l'époque, c'était la CCV, ne validait pas certains spots. Mais, à notre grande surprise, ces spots se retrouvent sur les chaînes internationales. Donc, cette loi doit s'appliquer à tous, pour le bonheur de tout le monde. Les contributions et recommandations des travaux de réflexion sur le projet de loi portant un régime juridique de la communication publicitaire ont fait l'objet de présentations et d'échanges en plénière 2 jours durant. Au thème de cet atelier, les dispositions relatives à l'organe de régulation de la communication publicitaire sont définies. Les sanctions relatives au manquement des dispositions légales sont également précisées. Dans l'actualité politique, le Congrès des jeunes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, COJEC, a rendu hommage au président de la République, notamment pour ses projets de développement. Les jeunes de ce mouvement sont aussi revenus sur les actions salutaires du chef de l'État et son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Le COJEC, le Congrès des jeunes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, entend jouer pleinement sa partition dans le processus de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Fort de cela, la jeunesse réunie au sein du COJEC multiplie des rencontres de sensibilisation avec la population. Objectif, promouvoir la paix et le vivre ensemble. C'est ça aussi notre mission. La réconciliation se fait entre 2 personnes. Si moi je fais et que toi tu ne fais pas, il n'y a pas de réconciliation. Mais du fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, voilà pourquoi ça retarde. Appuyant cette initiative qui vise à consolider les liens entre les personnes vivant sur le même territoire, le président de la jeunesse communale pense que l'ordonnance d'amnistie du chef de l'État Alassane Ouattara est la bienvenue. Nous avons tous constaté l'amnistie que le président a pris il y a de cela quelques semaines. Je pense que cela contribue à apaiser le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Cette initiative du COJEC n'est pas sa première étape. Des rencontres pour la cohésion sociale ont déjà été organisées, notamment à Yopougongesco et Sidessi. D'autres destinations sont prévues dans les prochains jours. Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, appelle les cadres de son parti à l'union. Il a entamé une tournée de mobilisation à Anyama et elle va s'étendre à toutes les régions du pays. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Matinée festive pour les différentes délégations venues des 21 villages de la commune d'Anyama. Prendre part à la cérémonie d'hommage et de reconnaissance à Pascal Affi-N'Guessan. Selon Ando Kochireni, porte-parole des 10 villages, le président du FPI, le Front populaire ivoirien, a été à la hauteur de l'attente de la population d'Anyama. C'est pour démontrer au président Pascal Affi-N'Guessan que la sous-préfecture d'Anyama est avec lui. Je suis venu avec mes parents, la sous-préfecture, les chefs du village, pour lui démontrer qu'à la sous-préfecture, nous adhérons à ses idées, que nous sommes avec lui. Pascal Affi-N'Guessan, qui voit d'un bon œil ces cérémonies tenues à son honneur, prône l'union des cadres du parti. À Nyama, nous pouvons compter sur la population dans le difficile combat que nous menons pour la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe dans notre parti, ce ne sont que des épiphénomènes. Et dans la situation actuelle, je peux même dire que le FPI est condamné à s'unir. L'unité va se poser à nous tous parce que c'est la volonté des Ivoiriens, c'est l'aspiration des militants.
Cette cérémonie marque le début d'une mobilisation qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Objectif, s'apprêter pour mieux affronter les échéances électorales à venir. Il a remporté le scrutin présidentiel au Mali. Le président réélu Ibrahim Boubacar Keïta a été célébré à Abidjan par la communauté malienne. Les militants et sympathisants, loin de leur patrie, ont manifesté en chant et en danse la victoire de leur leader. La cérémonie a eu lieu dans la commune d'Atekoubé. Sidonie Davila. Ils ont chanté et dansé pour célébrer la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, leur président. Les militants et sympathisants de son parti, ici à Abidjan, se sont réunis dans la commune d'Atekoubé pour manifester leur joie. Je suis très contente, heureuse, parce qu'on a travaillé pour notre président et les résultats ont donné. On est très heureux d'avoir réélu le président de la République, compte tenu de ses efforts qu'il a fait comme développement au Mali. La communauté malienne est en liesse. L'ambassadeur que je suis est un ambassadeur très heureux, très comblé. Le camarade de l'âge, Ibrahim Boubacar Keïta, réélu avec une victoire très large, donc amplement et proprement réélu. Au cours de cette cérémonie, la communauté a souhaité l'instauration de la stabilité et la sécurité du Mali. Cette victoire est une victoire méritée et nous demandons à tous les Maliens de se donner la main pour construire ce pays. Ça ne sert à rien pour nous Maliens de nous battre à côté d'une mère malade. Aux côtés de ce peuple frère, les élus de la communauté d'Atekoubé saluent cette victoire du président malien. Cette célébration, selon les Maliens, est un avant-goût de celle qui se tiendra le 4 septembre prochain, jour de l'investiture d'Ibeka, où les Maliens vivant en Côte d'Ivoire entendent effectuer en grand nombre le déplacement. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a tué au moins 30 soldats cette fin de semaine dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Les combats avec les terroristes de Boko Haram ont eu lieu à Zari, près de la frontière avec le Niger. Le ministère libyen de l'Intérieur a annoncé ce samedi la réouverture du principal poste frontière avec la Tunisie. Il est resté fermé pendant plus d'un mois et demi du côté libyen. Mais sa réouverture a aussitôt été perturbée par des manifestants. Plus de 200 protestataires ont bloqué des routes. Il exige que les autorités libyennes négocient avec eux les conditions de la réouverture et non pas avec le gouvernement tunisien. Cette décision intervient quelques heures après la fermeture du seul aéroport en service à Tripoli en raison de violences. Dans le monde du sport, en football, le stade d'Abidjan remporte la finale de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny sur un score de 2-1 face au Sporting Club de Gagnoa. Sébastien Wogna. Malgré le manque de compétition pour des raisons internes, le stade d'Abidjan a été très efficace devant le Sporting Club de Gagnoa. Cependant, la seule occasion nette de but à retenir en première mi-temps est à l'actif du Sporting Club de Gagnoa. Il a fallu l'intervention du portier du stade, Oupo Maxime, 0-0 à la pause. Seconde période, on joue la 61e minute. Coup franc pour Seridogo, c'est la barre transversale qui sauve le stade d'Abidjan. 68e minute, la pression est plus forte et sur ce centre bien travaillé de Mohamed Silla, c'est Ibrahim Zerbo qui de la tête ouvre le score pour le Sporting Club. Mais une joie de courte durée car à la 73e minute, sur une belle initiative, Zambi Roland égalise pour le stade d'Abidjan. Les données changent et à la 88e minute, cette fois sur un corner, c'est le stade d'Abidjan qui marque son deuxième but, signé Soumaïla Bakayoko, et qui s'offre la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Handball Impact 2018, une rencontre culturelle des fils et des filles de la région pour le développement de chaque localité du handball. Franck Wadio. En route pour Niakaramadougou nord-ivoirien. Ces jeunes explorent les plaines et la savane arborée, une vision périphérique à partir du mont Niangbo,
richesse naturelle. La deuxième édition de Handball Impact, initiée par le Forum international de Tagbana pour le développement du handball, c'est aussi cela. Il s'agit d'activités socio-culturelles, des dépistages gratuits de diverses pathologies, des dons de médicaments à l'hôpital de Niakara et l'équipement de la cantine scolaire. Coupure de ruban et visite donc des actions menées par les jeunes de la région au-delà de la valorisation identitaire. C'est une contribution au développement local. Il faut qu'on arrive à impulser le développement socio-culturel de chez nous. Il faudrait que nous soyons des acteurs économiques, des acteurs de développement chez nous. Individuellement, chacun apporte sa touche au développement local et ainsi de suite. Quand nous tous nous apportons les différentes touches, vous verrez que la région du handball va prendre un peu plus d'ascension dans le développement local. Un acte citoyen soutenu par autorités administratives et coutumières. Les intervenants ont insisté sur l'union pour le développement de la région. Moment fort, le don d'un dispensaire au village de Nyangoneka, histoire de faciliter à tous l'accès aux soins. La première édition de Handball Impact, notons-le, a eu lieu en 2017 dans la ville de Katiola. Et nous retrouvons maintenant notre invité de la page culture, l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, qui est Jimmy Jean-Louis? Franck Quadio nous retrace la carrière de l'homme et nous parle aussi de son actualité. On suit et on se retrouve. Très bien. Mais ici, ça boum! Les gens, ils travaillent, ils se débrouillent, ils se déchaînent. Il a parcouru les scènes cinématographiques européennes et américaines. Il est en route pour la capitale du cinéma africain, Nollywood, au Nigeria, la deuxième puissance cinématographique mondiale après Bollywood en Inde, devant même Hollywood, avec plus de 2000 films par an. Jimmy Jean-Louis, acteur haïtien connu pour avoir incarné à l'écran Toussaint l'ouverture. Il mène son coup de clap sous forme documentaire en compagnie de Rachid Dibou. Il explore la question du cinéma, le fil conducteur, la cérémonie de Africa Movie Academy Awards. Au maître de cérémonie, il nous conduit dans l'univers contrasté de ce cinéma qui forge sa propre écriture et construit sa page en occupant de plus en plus un espace significatif. Une Afrique décomplexée, dira-t-on, ou plutôt un regard moins condescendant du monde du 7e art sur ce qu'on appelait il y a peu cet autre cinéma. Nollywood puis Babywood en perspective, l'acteur parlera en septembre le langage du film avec les acteurs et professionnels ivoiriens du 7e art. Love me call, love me need. Alors, Jimmy Jean-Louis a été danseur, mannequin, maintenant acteur et producteur. Comment est-ce qu'on passe d'une casquette à l'autre? Est-ce que c'est aisé? Ça s'est fait tout simplement, à vrai dire. Moi qui suis né en Haïti, après j'ai grandi à Paris, c'est là que j'ai commencé la danse. Puis par la suite, vu que les portes ne s'ouvraient pas trop, j'ai commencé à voyager. J'ai travaillé dans le théâtre musical en Espagne pendant quelques années, puis le mannequinat en Italie, en Afrique du Sud, en Angleterre, puis bien sûr le cinéma à Hollywood. Un peu partout dans le monde. Ouais. On compte à votre actif une trentaine de films, dont des séries à plusieurs saisons. Quel est le plus grand film de Jimmy Jean-Louis, selon vous-même? Je ne sais pas, le plus grand, je ne sais pas, ça fait quand même une vingtaine d'années que je tourne. On peut parler des Larmes du Soleil avec Bruce Willis, on peut parler de Hollywood Homicide avec Harrison Ford, voire même Fat Girls avec Monique, ou même les séries telles que Heroes. Mais le personnage qui me marque le plus, ça reste quand même Toussaint l'ouverture, parce que c'est un vrai héros qui a donné l'indépendance à Haïti face à la France. Première république noire à avoir son indépendance, et ce combat a été mené par ce personnage, Toussaint l'ouverture, et j'ai pu l'incarner. Un personnage assez symbolique, est-ce qu'il a été facile à jouer, à incarner? Ah non, pas du tout, ça ne peut pas être facile. Déjà, c'est un poids, c'est la première fois qu'on incarnait Toussaint l'ouverture en fiction. Et puis moi, en tant qu'Haïtien, je savais que des générations qui allaient suivre prendraient mon visage en l'associant directement avec Toussaint l'ouverture. Donc, c'était un poids énorme. Que vous avez réussi quand même à gérer. Merci. Bien. Alors, vous êtes engagé dans l'humanitaire Hollywood United for Haiti. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Haïti, c'est un pays que je trouve qui a beaucoup souffert, malgré ce que Haïti a fait pour le monde, étant la première république noire à avoir son indépendance. Moi qui habite à Los Angeles, à Hollywood, j'avais
pas mal d'amis autour de moi, des collègues. Et j'ai commencé cette association qui s'appelle Hollywood Unites for Haiti. Le but, c'était de réunir tous ces amis pour qu'on puisse avoir un petit focus sur Haïti. Comment est-ce qu'on peut faire des aides pour que les enfants venant de cette île arrivent à avoir un peu d'encadrement. Et puis, bien sûr, est venu le tremblement de terre qui a vraiment mis Haïti dans une situation catastrophique. Et là, tous les projecteurs étaient sur Haïti. Donc, bien sûr, on a continué à œuvrer avec Hollywood Unites for Haiti, mais de l'autre côté, il y a pas mal d'autres acteurs qui se sont aussi implantés en Haïti, tels que Sean Penn, Ben Stiller ou autres. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une manière de mettre une petite lumière sur Haïti et d'essayer de faire avancer les choses dans ce pays qui m'est très cher. Qui est votre pays d'origine. Oui, complètement. Alors vous êtes à votre deuxième séjour ici en Côte d'Ivoire. Le premier, c'était dans les années 90. Comment aujourd'hui vous trouvez la Côte d'Ivoire? La première fois, je suis resté que quelques jours, donc j'ai pas eu le temps de faire le tour. Je le trouvais très très bien. C'était en 91, 92, et s'il me semble bien, on avait fait un défilé à l'Hôtel Ivoire. C'était très joli. Moi qui ne connaissais pas trop l'Afrique à l'époque, je retrouvais des villes magnifiques, je veux dire des Cocody, le plateau, tout ça, ça existait déjà. Et puis maintenant, le retour, voilà, maintenant j'ai le temps de vraiment me balader. Je suis allé d'Abidjan à Bassam, à Assini, à Yamoussoukro. Donc j'ai eu le temps de bien comprendre le pays un petit peu et je le trouve assez magnifique. Il y a un potentiel fou et des fois je me pose des questions et je pense que le pays devrait être encore plus loin que là où il est, parce que le potentiel est vraiment là, quoi. Le potentiel est énorme. Alors, de l'œil du cinéaste que vous êtes, comment se porte l'industrie cinématographique ivoirienne? C'est une industrie qui prend forme, qui veut faire des choses. Moi, les petites choses de base que je réalise, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment de cinéma. Donc, comme toute industrie, si on veut vraiment briller, il faut qu'il y ait une vraie source de distribution. On me fait dire qu'il y a des cinémas qui sont en train de s'ouvrir, donc c'est très bien pour cette industrie. Et ce que je vois, c'est que de par la structure de cette ville, de par la volonté de ces jeunes, Abidjan pourrait devenir le hub du cinéma africain, surtout l'Afrique francophone, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en place. C'est sûr que c'est très jeune point de vue cinéma. Il y a des séries qui se font, il y a quelques films qui se font. Ce n'est pas suffisant pour l'instant, mais si on arrive à bien placer les bases, je pense que dans quelques années, les pays voisins vont se référer à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà pu rencontrer quelques professionnels du secteur ici depuis que vous êtes là? Oui, parce que déjà je tourne un film, donc automatiquement je tourne avec quelques professionnels, que ce soit Bienvenue Neba, qui est un acteur, il y a aussi Mac Danone, mais il y en a d'autres que je connaissais déjà, tels que Ray Reboul, ou même les interprètes Interprète, c'est ça? Le film Interprète, oui, qui a sa deuxième phase. Oui, que je les avais tous les deux rencontrés à Los Angeles lors de leur passage. Votre actualité aujourd'hui ici, c'est Jimmy Goes to Nollywood. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un documentaire sur le cinéma nigérien et pourquoi le diffuser en Côte d'Ivoire? J'ai fait ce documentaire à Nollywood, à Lagos, parce que moi, je connaissais Nollywood. Je vis à Hollywood, mais les gens de Hollywood ne connaissaient pas Nollywood. Donc, j'ai décidé de mettre un coup de lumière sur cette industrie pour qu'on puisse expliquer un petit peu ce que c'est, ce qui se fait. Et voilà, donc j'ai fait ce documentaire qui a eu la chance de parcourir le monde dans les festivals et s'est diffusé dans beaucoup de chaînes, y compris Netflix aux États-Unis et en Angleterre. Donc voilà, donc du coup maintenant le monde qui ne connaissait pas trop cet univers de Nollywood arrive à le comprendre grâce à Jimmy Goes to Nollywood. Et pourquoi est-ce que vous choisissez aujourd'hui de le diffuser ici? Et puis après la projection du film, vous aurez un échange avec le public. Quelles sont vos attentes? Un échange avec le public, un échange avec les professionnels, du cinéma ici pour qu'on puisse discuter du cinéma. Quel est l'état? On peut parler de Nollywood, on peut parler de la France, on peut parler de Hollywood et
on va parler aussi de Abidjan, de Babywood. Babywood. Alors pour terminer très rapidement, quels sont les secrets du succès de Jimmy Jean-Louis, acteur haïtien qui tourne partout dans le monde? Moi, on aimerait vraiment le savoir. Je me fais du monde comme mon salon, parce que je suis un gamin de rue qui aime bien parcourir le monde, et voilà, je me sens très à l'aise dans beaucoup d'endroits, et c'est pour cela le fait de parler plusieurs langues aussi me permet de travailler aussi bien en France, aux États-Unis, au Mexique, voire même... Et puis à Abidjan. Et à Abidjan maintenant. Je suis ici d'ailleurs pour un film. Donc c'est pour cela que je suis là. Je tourne un film qui s'appelle Dérance. Francis Dérance, voilà, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve un petit peu piégée. Merci, nous sommes pris par le temps, alors nous allons découvrir ce film quand il sera terminé. Merci à vous, Jimmy Jean-Louis. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1. Et je vous dis à demain, 20h.